Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est officiellement entré en fonction ce mardi 23 avril 2024 après une cérémonie de remise et reprise sous tension à cause notamment de la résistance d'Amos Mbokosso, président du bureau d'âge qui rejette la légitimité de cette nouvelle équipe dirigeante de cet organe délibérant congolais. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Dans le centre animé des Goma, un acte de violence inouïe vient de secouer la communauté. Un motard a été assassiné ce mardi 23 avril 2024 en journée par des individus non identifiés. La nouvelle confirmée par Claude Rigaud, représentant de la jeunesse de la commune de Karisimbi, met en lumière plutôt une vague de criminalité alarmante dans cette région de la République démocratique du Congo. Face à cette montée de violence urbaine, l'appel est lancé aux autorités pour des actions décisives et immédiates afin de retrouver la sécurité et la paix à Goma. Suivez. La ville autrefois vibrante, pleine de vie, est maintenant plongée dans l'obscurité. Chaque jour apporte son lot de tragédies, de vies perdues et de familles brisées. Les rues sont devenues des champs de bataille où des hommes en armes, tapis dans l'ombre, décidant du sort des innocents. Le dernier incident en date a eu lieu en plein cœur de la ville. Un motard, vacant à ses occupations quotidiennes, a été abattu sans sommation. Le coup de feu ont résonné dans les rues, laissant derrière eux une scène de terreur et de désolation. Claude Rigaud, président de la jeunesse de la commune de Karisimbi, témoigne de l'horreur de cet événement. Effectivement, je suis très ravi d'intervenir dans l'une des chaînes de Kinshasa. Moi, c'est Claude Rigaud, le président du conseil communal de la jeunesse en commune de Karisimbi. Tel que m'a été posée la question concernant la situation sécuritaire dans la ville de Goma, tel que vous le savez, la situation sécuritaire dans la ville de Goma est devenue très précaire. Et quand je dis que la situation est précaire, là je fais allusion aux fusillades qui se font presque tous les jours dans la ville de Goma, aux assassinats, au phénomène de cambriolage dans des maisons, presque dans toutes les avenues de Goma, les tracasseries, n'en parlons même pas. Même à ce moment où nous sommes en train d'échanger, il y a un motard qui venait d'être assassiné à cette heure même et son corps venait d'être dépêché à la morgue de l'hôpital général. Au-delà de ce motard qui venait de rendre l'âme, qui venait d'être assassiné, dans l'intervalle de cette semaine, on a compté au moins 6 à 7 cas de personnes assassinées. Le fusillé, n'en parlons même pas. Mais qui sont ces hommes en armes? Pourquoi tuent-ils sans discernement? Leur motivation reste obscure, leur visage caché derrière de masques de haine. La population vit dans la peur, se demandant si elle sera la prochaine victime. En attendant, les rues de Goma continuent de pleurer. Le larme se mêle au sang et le cri de douleur ressonne dans l'air. L'avenir est incertain, mais l'espoir persiste. Peut-être qu'un jour, la paix reviendra à Goma et que les rues retrouveront leur vie et leur lumière. Restons toujours à Goma où le Wazalendo réfute toute implication dans la vague de tueries à Goma face aux accusations selon laquelle leur mouvement serait responsable de l'insécurité croissante dans la ville. Le Wazalendo rejette en bloc ces allégations. Le porte-parole de réserviste de l'armée nationale, Riki Paluku, a affirmé que le véritable Wazalendo se trouve au front engagé dans une lutte plutôt acharnée contre l'ennemi. Il était au téléphone avec Benjamin Mungedi. Bon, écoutez, ce n'est pas la faute à la population, parce que la population, elle ne connaît pas qui est Mzalendo, qui ne l'est pas. Il suffit de voir seulement quelqu'un porter la tenue ou porter une arme, et il se dit, bon, c'est un Mzalendo. Mais quand vous voyez les gens qui ont été arrêtés, hier représentés par le maire de la ville, à la mairie, vous avez vu, il y a beaucoup de porteurs d'armes et de tenues, et qui ne sont pas nécessairement des Wazalendo. Alors, les Wazalendo sont identifiés de par leurs unités.
et chaque unité donne à ces éléments des cartes d'identité pour son unité, mais aussi s'ils sont en mission à Goma, ils doivent avoir de feuille de route. Et si quelqu'un s'appelle Muzalendo et qu'il n'a pas cette feuille de route et déambule à Goma, il n'est pas Muzalendo, il faut l'arrêter. Et que s'il est de telle unité, c'est à son commandant de l'unité de venir les réclamer s'il est réellement son élément. Alors, toute cette confusion n'est pas la responsabilité des Wazalendo. Les Wazalendo que nous sommes regroupés au sein de VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, on décline toute responsabilité parce que ce n'est pas les Wazalendo qui doivent organiser l'unité PM pour traquer tous les porteurs d'armes illégaux ici dans la ville de Goma. Alors, c'est-à-dire, c'est de la responsabilité première des autorités, notamment les commandants régions, les gouverneurs des provinces, qui doivent organiser les unités afin de mettre fin à cette circulation incontrôlée d'armes dans la ville de Goma et ses environs. Restons toujours dans ces mêmes registres. La Belgique encourage la République démocratique du Congo à porter plainte contre le Rwanda auprès des instances judiciaires internationales pour agression. C'est l'ambassadrice belge accréditée à Kinshasa, Roxane de Billerling, qui l'a déclaré au cours d'un entretien avec le gouverneur militaire du Nord Kivu à Goma le lundi 22 avril 2024. Suivez. Et de retirer son soutien au M23. On l'a demandé clairement et ce sont des messages qui ont aussi été passés, je l'ai dit tout à l'heure, lors de la visite de notre ministre à Kigali. Donc je pense que c'est quand même important de le rappeler. Ça ne suffira pas et je comprends la volonté aussi de pression et je crois qu'il faut vraiment étudier ça sérieusement. Une façon de faire pression, c'est que le Congo introduise aussi une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour non-respect des frontières internationales. Parce que le Congo l'a déjà fait auparavant contre d'autres pays, contre l'Ouganda par exemple, et a obtenu gain de cause et même des réparations par rapport au mal qui avait été commis. Je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours à ce sujet, je sais qu'il y a une préparation d'un dossier, évidemment ça prend du temps, il faut pouvoir introduire un dossier sérieux, c'est une cour qui n'est pas du tout politique, c'est une cour qui vérifie le respect du droit international. Mais à partir du moment où on a des experts des Nations Unies, et je tiens à dire aussi que nous avons toujours soutenu le travail du groupe des experts des Nations Unies très fortement parce que nous pensons que c'est une façon de bien se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et ce groupe a fait un travail vraiment remarquable pour se rendre compte et rapporter. Et donc je crois qu'à partir de ces informations-là qui attestent de présence de troupes étrangères sur le sol congolais, il y a matière pour le Congo à introduire une plainte auprès de la Cour internationale de justice pour le faire. Je sais qu'il y a déjà des plaintes qui ont été introduites près d'autres cours, par exemple auprès de la Cour pénale internationale, mais ça c'est différent. Ici c'est vraiment une question de relation entre États et de non-respect du droit international, de non-respect des frontières. Et je crois que ça pourra pousser aussi pas mal de pays à mieux reconnaître ce qui est en train de se passer. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point cette situation n'est pas toujours bien comprise à l'extérieur. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez des voisins qui ont une efficacité dans la projection d'une image de pays qui fonctionnent, de pays qui se développent, qui est efficace, qui lutte contre le terrorisme au Mozambique, etc. Donc vous avez affaire à quelque chose de très compliqué pour faire comprendre ce qui se passe ici sur le terrain. Et encore une fois, le fait que nous, ambassadeurs, on vienne ici et qu'on attire l'attention sur la souffrance humaine qui résulte de cette présence et de cette violence, je crois que ça fait partie aussi de la pression internationale pour vraiment encourager à aller vers la table de médiation, la table de négociation, parce qu'on n'y arrivera pas si à un moment ils n'acceptent pas de se mettre autour de la table et de s'engager à retirer leurs troupes et arrêter tout soutien à des rébellions. C'est essentiel, c'est fondamental.
L'actualité, c'est aussi les forces armées de la République démocratique du Congo sont appelées à défendre l'intégrité territoriale du pays. Tel est le message du VPM de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo lors de la clôture de la formation de militaires de la 31e brigade de FARDC basée à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema. C'était le lundi 22 avril 2024. Suivez. Officiers et recrues, notre devise. Merci. Je vais parler d'abord pour remercier le commandant suprême, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour m'avoir désigné afin de le représenter à cette cérémonie de clôture de la formation commando de la 31e brigade. Je voudrais également remercier tous les instructeurs belges, congolais, qui n'ont cessé de fournir des efforts louables pour permettre aujourd'hui, dans notre brigade, d'être formés et de pouvoir être déployés. Soyez au nom du président de la République remerciés et félicités, ainsi qu'au Royaume de Belgique qui participe dans ce programme de coopération au niveau militaire. Sikoyo, officier, recrue, Monsala Oyo, Boyekoli Awa, ils allaient pour la défense et l'école na biso. Ils allaient pour la défense et l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Ya solo boyebi que mboka ezali na pokoso. Ennemi à côté de biso lisusu na niveau ya Nord Kivu. Et Sengeli et Sika Bozali après formation na bino bokozala déployer pour la défense et la territoire na biso. Il y a intégrité territoire ya biso. Moussa Oyebo Kamatango avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation. Les alités que Bokei Liseki, Tokei pour la défense et l'école na biso. Ko battre la bande ko na biso, batata ba maman na biso. O bazali ko mona pasi. Lokola munguna à côté de biso. To boy ba trahison. To sengeli loyauté na mboka, loyauté na constitution, loyauté na commandant suprême na mboka na biso, président de la République. Nangina félicité bino. Denge bokomi na niveau oyo. Formation ezalaki makasi. Mais ezali po na bolamu na bino po bolamu na armée na biso. Na souhaité bino bonne continuation na kati na armée na biso. Mokonzi na mboka ayoka ke 31e brigade. Et tout ça, la moussala moko ya makasi na esika bakotinda bino. Bolandi ngai? Botika malamu nzambe abatela bino. Tout à fait autre chose dans ces journaux. Poursuite de consultation en vue de la formation du gouvernement. Judith Souminois Toulouka a reçu le lundi 22 avril 2024 une délégation de l'UNPC représentée par Modeste Chabani, Jean-Marie Kassamba et Sylvie Bongo, membres du comité national et provincial de cette organisation. Modeste Chabani a confié à la presse au sortir des échanges qu'il était question de formuler des propositions à la chef du gouvernement, notamment sur les plans sécuritaires. Suivi. La première ministre, Madame Judith Souminois Toulouka, et l'opinion voudra savoir de quoi avez-vous parlé exactement. Nous tenons d'abord à présenter au nom de toute la presse congolaise nos félicitations à la maman qui a été nommée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme première femme, Premier ministre dans ce pays. Et aussitôt nommée, elle a préféré rencontrer la presse à travers le comité national et le comité provincial que nous représentons tous trois ici. Il a été question
de pouvoir lui faire des propositions concrètes, si c'est qu'elle peut faire, et aussi d'apporter notre soutien. Par rapport aux propositions, de notre part, nous avons préféré que le gouvernement qu'elle aura à diriger bientôt puisse s'atteler sur 3 points essentiels et que ces points soient pris en compte à très court terme. Le premier, c'est d'abord la sécurité. La sécurité qui doit être rétablie à travers toutes les provinces de ce pays, en commençant par l'Est, et même l'Ouest, il y a toujours des problèmes. Et le deuxième secteur, c'est l'infrastructure et les routes pour booster l'agriculture. Parce que pratiquement dans ce pays, il n'existe presque plus de routes. Et à Kinshasa et dans toutes les 26 provinces. Les rails n'existent presque plus. Les trains ne marchent presque plus. Les biefs navigables dans ce pays existent, mais le bateau fait naufrage à chaque moment. Et donc, il faut qu'elle s'attelle sur les infrastructures et l'agriculture. Et si ces deux vont de pair, je pense que ça va contribuer efficacement à la lutte contre la faim qui amenuise les énergies de la population congolaise. Et le troisième secteur, c'est la gouvernance. Laquelle gouvernance que nous voulons beaucoup plus participative. Et donc, elle doit s'atteler sur le principe de bonne gouvernance. Et pour y arriver, il faudrait qu'elle fasse de la communication de médias un secteur transversal. Parce que ce sont les médias qui doivent l'accompagner pour réussir tous ces secteurs. Partout où elle peut passer, il faut que les médias puissent jouer son rôle. Parce que Mobutu disait, au temps où il était dictateur, il disait, s'il me reste un Zaïre dans la caisse de l'État, c'est un Zaïre, je le donnerai aux médias. Parce que ce sont les médias qui vont dire pourquoi la cause de cette faillite et comment on peut décanter la situation de la faillite. Restons toujours dans le même chapitre de consultation. La Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, SOCODA, a plaidé à son tour auprès de Judith Souminois Toulouka pour la prise en compte de leur secteur dans le prochain gouvernement. Suivez. Oui, nous étions invités par Madame la Première ministre en marge de ces consultations pour la composition du prochain gouvernement. Et il voulait nous entendre, nous en tant qu'artistes et musiciens, et en tant que Société nationale de droits d'auteur et de droits voisins. Voilà. Nous avons parlé de nos différents desiderata que nous rencontrons, et on espère qu'avec sa venue à la primature, beaucoup de choses vont changer. Est-ce qu'on peut avoir les contenus de ces desiderata? Quelles sont les attentes des artistes? Le contenu, comme nous l'avons parlé, nous allons tout accoucher sur un mémo que nous avons déposé auprès d'elle. On peut avoir une idée de priorité parce que oui, parce que nous, vous savez, comme j'ai dit à Madame la Première ministre, d'abord, en tant que... Parce que là, j'étais là sous 2 casquettes. En tant qu'artiste et musicien, en tant que PCA de la SOCODA. En tant qu'artiste, moi, artiste et musicien, je ne suis pas protégé. Et mon œuvre aussi. Parce que ça fait des années que nous attendons la promulgation de cette loi sur les artistes qui traînent, ça fait des décennies. Et avec ce que nous disons pour la commission de censure, nous avons décrié la manière de travailler de la commission de censure à plusieurs fois. Et je crois qu'on doit quand même arranger les choses. Parce que nous, en tant que Société des droits d'auteur, nous sommes aussi membres de la commission de censure. Et ça fait des années que nous ne participons à aucune réunion là où la commission de censure s'est réunie pour statuer sur certaines œuvres. Et nous, en tant qu'artistes et musiciens, nous sommes les créateurs d'œuvres d'esprit. C'est-à-dire un artiste et musicien, c'est à lui seul de défendre son œuvre. On ne peut pas condamner un artiste et musicien par rapport à l'interprétation de l'opinion. Voilà. Alors, j'aimerais aussi avoir...
Prenons cette actualité en brève. Célébration, c'est mardi 23 avril 2024 de la journée mondiale du livre et de droit d'auteur. Elle vise à promouvoir le plaisir de lire et de la lecture. Elle est une date symbolique dans la littérature mondiale dans le monde entier. Deux événements liés pour reconnaître l'étendue des livres, un lien entre le passé et l'avenir, un pont entre les générations et à travers le culture. Les livres sous toutes leurs formes permettent en effet de nous instruire et de nous informer, aussi de nous divertir, de décrypter le monde. Élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, en mission de supervision managériale à Mbuji-Mayi, a devant les élus provinciaux indiqué que son organisation est prête pour ces scrutins combinés. Il a relevé que la CENI poursuit sur la lancée du processus tel qu'instruit dans le calendrier électoral suivi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, conduit une délégation de son institution pour une supervision managériale des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs en Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Denis Kadima Kazadi a relevé que l'institution qu'il dirige poursuit sur la lancée du processus électoral tel qu'inscrit dans les calendriers électoraux. Après le scrutin combiné du 20 décembre 2023, place à présent à celle des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces prévue le 29 avril 2024 prochain. C'était un échange entre la CENI et les députés provinciaux ici au Kasaï oriental. Le message c'était que la CENI est prête pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que celles des sénateurs. Évidemment, c'était une occasion aussi de parler de valeurs sur lesquelles ces élections doivent être fondées en termes de permettre que la volonté populaire soit exprimée plutôt que la volonté de l'argent. Ça, c'est un message quand même qu'il fallait faire passer. Nous avons aussi encouragé le président du bureau de nous faire parvenir la liste des électeurs dans les délais légaux pour que les élections se tiennent sans problème. Évidemment, nous avons parlé du système de vote et tout ça pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Notons par ailleurs que, avant d'échanger avec les députés provinciaux qui composent les collèges électoraux pour cette élection à l'Assemblée provinciale, présidée par le président du bureau d'âge, Ambroise Kabemba Nkwadi, le président de la CENI s'est rendu au secrétariat exécutif provincial où il s'est entretenu avec les personnels locaux pour les directives précises en prévision de cette élection. Élection primaire au sein de l'Union sacrée de la nation en vue de la désignation du candidat unique de cette plateforme. Forme pour le perchoir de la chambre basse du Parlement. Le parti lumumbiste unifié qui dirige Didier Mazenga apporte son soutien à la candidature de Vital Kamerhe pour le Palou, le président de l'INC, et les candidats qu'il faut pour redoubler le blasphème terni de cette institution. Suivez. Le grand jour est enfin arrivé. Sous une courte pluie de ce mardi 23 avril 2024, l'Union sacrée de la nation s'est choisi un candidat pour la présidence de la chambre basse du Parlement. Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mbosonko Diampouanga, l'un de ces trois ténors de la famille politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra représenter la plateforme au perchoir de l'Assemblée nationale. Vertèbre importante de l'ossature de l'Union sacrée de la nation, le parti lumumbiste unifié, chapeauté par Didier Mazenga, le secrétaire général, apporte un soutien indéfectible à Vital Kamerhe. Pour ces partis qui prônent les valeurs lumumbistes, Vital Kamerhe est l'une des figures qu'il faut
pour redorer l'image de l'Assemblée nationale. Donc pourquoi le choix du docteur Vital Kamerhe? C'est parce qu'il a déjà su prouver dans le passé combien sa gestion a été meilleure lorsqu'il était à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que nous, les Palous, en tant qu'un parti nationaliste, prenant les bonnes valeurs, les valeurs lumumbistes, nous avons apporté tous nos soutiens au docteur honorable Vital Kamerhe afin de redorer encore l'image ternie de cette Assemblée nationale qui est censée être une chambre votant des lois. Et aujourd'hui, au moins avec Vital Kamerhe, nous sommes sûrs que l'Assemblée va porter des très bons fruits pendant ce quinquennat et ce deuxième mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que l'élection du bureau définitif de cette chambre du Parlement interviendra dans le prochain jour. Autre chose dans cette grande session d'information de la soirée, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a effectué ce mardi 23 avril 2024 une visite guidée des installations de Tokomiwapi Télévision. Cet élu de Kimbantseke a eu 2 moments conviviaux avec quelques agents de cette entreprise de presse. Francis Aouka nous en dit plus. Il est exactement midi lorsque la Prado noire du nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, accède au bâtiment de la SCTP où sont situés les locaux de Tokomiwapi Télévision. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sous le guide de l'élu de Lukunga, Eliezer Tambwe Pochi, Lévi Mbuta a effectué la visite des installations de la chaîne de télévision Tokomiwapi. En prélude, le nouveau patron de l'organe délibérant quinois a été conduit à la salle de montage et à la régie pour palper du doigt le fonctionnement de ce média. Très bien organisé. C'est l'outil que j'ai préféré vous faire visiter parce que c'est un outil qui vous sera important pour vous accompagner. Pour parachever cette séance, l'élu de Kimbantseke a été escorté au bureau de la rédaction française pour communier avec les journalistes. Je vais faire visiter le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, votre rédaction. Dommage que les autres sont sur le terrain. Élu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta devra faire face à plusieurs défis pour défendre la cause de la population quinoise. Prenons cette actualité pour boucler complètement cette grande session d'information de la soirée. Délabrement de route dans la capitale congolaise, l'avenue Kato est menacée d'être éradiquée de la cartographie quinoise en raison notamment de la prolifération de flaques d'eau sur cette artère au niveau de son croisement avenue Wangata dans la commune de Kinshasa. Reportage. La mégalopole congolaise perd davantage son éclat à cause du délabrement qui enlaidit la quasi-totalité de ses artères. Là, nous nous situons à l'intersection des avenues Wangata et Kato dans la commune de Kinshasa au nord de la capitale congolaise. À cet endroit, l'asphalte court le risque d'être extirpé de la topographie quinoise à la suite notamment des nids de poules et des flaques d'eau exhalant une odeur nauséabonde. Piétons et véhiculés, tous subissent les retombées de l'altération de cette voie routière qui débouche vers le marché central d'Izando en passant par l'hôpital de référence de Kinshasa. Face à cette situation, les riverains n'ont pas manqué d'exprimer leur irritation. Souci nangeza wanga teza ligne moko eza principal ti boulevard de Marty. Comment boki ko misala bo abandonner ko botika yango. Le basoka nazo baka na mokonza mboka na biso président Fachi. Souci na biso population. Bato yozo tshela biso penda tozo sepelate na bato zo tshela biso wana lokela biso bato baza capable neti ba Eliezer bato baza capable oza na souci ya population tala ba mai boy mawa mingi ezali te bapimeli mai nzela yango wana omoni mai ezotonda na balabala soki obalusi même caméra okomona donc pasi na mawa
oyo tozomona yango te bino bakonzi bolobela population totambola à l'aise na kimia na mboka na biso. Les autorités compétentes sont dans l'obligation de mettre les bouchées doubles en vue de l'amélioration de l'état des routes dans la ville de Kinshasa. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cette grande session d'information de la soirée. Madame, Messieurs, restez branchés sur Tokomoyoapi car le programme continue.